Bonjour à vous. Eh ben, écoutez, on va démarrer cette conférence. Enfin, Paul Devaux et moi-même avons participé il y a 2 semaines de ça, aux assises du coaching d'équipe. On était intervenant parmi plusieurs intervenants dans la journée et je me suis inspiré à la fois de la préparation qu'on avait faite pour cette journée, mais aussi de quelques chiffres que j'ai trouvé très édifiants et qui nous ont été partagés à cette journée. Et moi, ce qui m'a surtout, et je commence par ça, ce qui m'a surtout frappé et agréablement surpris, c'est qu'on avait face à nous une salle quasiment comble, 260 personnes, 260 personnes qui donc s'intéressent au coaching d'équipe, soit parce qu'ils le sont déjà, soit parce qu'ils envisagent de le devenir. Et effectivement, Roderick Moubra, qui est le fondateur des Assises du coaching, me disait que la première fois, ils étaient 30, quoi. Et ça, c'est il y a 4 ans. Donc, ça veut dire que c'est probablement la confirmation qu'autour du coaching d'équipe, il est en train de se passer quelque chose d'intéressant. Et voilà pourquoi j'ai eu envie aujourd'hui de partager avec vous nos convictions sur le fait que c'est un beau métier, c'est un métier qui a vraiment de l'avenir, mais du coup, c'est aussi un métier qui mérite que nous soyons tous, les uns et les autres, des pros pour quelque part créer une image positive autour de ce métier. Voilà sur quoi je voulais vous entraîner. Alors, si malheureusement certains d'entre vous étaient présents aux assises du coaching, il y aura une petite redite sur le début de ma présentation, mais pas sur la suite. Voilà, voilà. Bon, écoutez, on y va. Le premier constat qui a été partagé plusieurs fois dans la journée, c'est que les entreprises sont sous haute tension. Ce n'est pas une grande surprise pour vous si vous connaissez le milieu de l'entreprise, évidemment, mais même si vous ne le connaissez pas, on en entend très largement parler. Les incertitudes ont probablement jamais été aussi fortes, à tel point que les Américains ont changé le fameux VUCA par un banni qui montre bien, je ne me rappelle plus exactement quelles sont les significations des 4 lettres BANI, mais ça montre bien à quel point l'incertitude est devenue complètement imprévisible et qu'il y a une espèce d'accélération des transformations. Évidemment, il y a une pression accrue sur les marchés, il y a une révolution du rapport au travail qui est en train de s'opérer, on le sait bien. Et puis, évidemment, transformation numérique et surtout intégration de l'IA qui devient un vrai défi pour tous nos clients. Défis techniques, mais aussi défis dans la manière d'appréhender les compétences, de faire évoluer les gens et de reconsidérer le travail en équipe. Et puis, et ça c'est un point qui a été largement commenté dans la journée du 4 février dernier, une espèce de fatigue organisationnelle, c'est-à-dire que les organisations commencent à s'épuiser dans leur façon de s'inventer, de se réinventer, de se réinventer, toujours dans cette idée peut-être que s'il y a crise, il faut qu'il y ait mouvement face à la crise, c'est-à-dire qu'il faut rester agile et en vie et en mouvement. Probablement que c'est sain, puisqu'on le sait, par exemple, quand on est atteint à l'intérieur de soi par un virus, le corps va se défendre, et donc quelque part, les organisations se défendent aussi par rapport à cet environnement qui est sous tension. Il n'en reste pas moins que tout ça nécessite des transformations rapides de tous les organigrammes, de tous les modes de fonctionnement, et qui finissent par fatiguer l'ensemble de l'organisation. Alors, du coup, le sentiment que l'on a, en tout cas nous que l'on a, c'est qu'il y a un fossé qui se creuse entre les besoins de plus en plus exigeants des organisations, entreprises, associations et monde public, c'est pareil. Le monde public étant probablement le prochain, on est en train de le comprendre, la prochaine cible de toutes ces réorganisations. Et puis de l'autre côté, les salariés qui, eux, aspirent au contraire à reprendre la main sur leur vie, pas que de manière égoïste, certains que de manière égoïste, mais aussi de manière idéologique, altruiste, moins de consommation. Du coup, s'il y a moins de consommation, le meilleur moyen pour être moins dans la consommation, c'est de reprendre la main sur sa vie spirituelle, associative, amicale, collective, etc. Du coup, on a moins besoin de gagner de l'argent, et du coup, on est moins engagé pour son entreprise. Et donc, on voit bien, on a l'impression qu'il y a une espèce de fossé qui se creuse. Et qu'est-ce qui va bien pouvoir réunir ces positions qui paraissent antagonistes? Eh bien, justement, alors, il y a toute une liste, la Prévert, ça peut être la quête de sens, dont on parle beaucoup, mais moi, qui ai bientôt
qui approche de la soixantaine, j'ai l'impression que j'ai toujours entendu parler dans le milieu du travail, les 20 années où j'ai travaillé dans les entreprises et les 18 où j'ai travaillé en tant que coach, toujours entendu parler de cette histoire de quête de sens et finalement, c'est toujours là et j'ai pas l'impression que c'est réellement résolu les difficultés. La bienveillance, qui est mise un peu à toutes les sauces, hein, de plus en plus décriée, pourtant la bienveillance, ce n'est jamais que veiller bien sûr, hein, donc ça ne devrait pas faire pousser des cris d'Orphée à tous les gens qui écrivent des articles sur le sujet. L'imminence d'une catastrophe, oui, peut-être que c'est un facteur nouveau, même s'il n'est pas complètement nouveau, parce qu'on a connu ça à plein de moments dans l'histoire de l'humanité, mais on sent bien qu'on est à nouveau dans une période de contraction et que peut-être double contraction, contraction au niveau des équilibres géopolitiques, mais contraction aussi géoclimatique. Et donc là, c'est peut-être un peu nouveau, c'est peut-être la conjonction de deux contractions qui fait que peut-être c'est le fait qu'on ne soit pas loin d'une catastrophe qui va créer qui va permettre de combler ce fossé qui est en train de se creuser. Il y a une possibilité de ce côté-là. Et puis, même si, bon, vous comprenez, moi, ça me laisse un peu sceptique, mais on sent bien qu'il pourrait y avoir une volonté du retour au cadre et à la discipline. Et on est parfois surpris, alors c'est quand même un peu l'exception qui confirme la règle pour l'instant, de la réaction de certains de nos clients qui disent moi j'ai décidé, tant pis, maintenant je recrute, je préfère ne plus recruter, mais moi je veux recruter des gens qui sont prêts à bosser 60 heures par semaine, comme avant, comme avant, parce que c'est d'eux que j'ai besoin et de personne d'autre. Bon, à mon avis, ils nagent à contre-courant, ces gens-là, mais malgré tout, en nageant à contre-courant, il peut y avoir des possibilités de faire son petit bonhomme de chemin dans cette nage à contre-courant. Voilà, mais c'est effectivement pas les pistes que je voulais privilégier aujourd'hui, celles que j'aimerais privilégier avec vous aujourd'hui comme une sorte de chaînon manquant entre l'individu et l'entreprise. Et eh bien justement, c'est l'équipe. Parce que c'est l'équipe qui, probablement, un peu sur le principe de subsidiarité, est la mieux placée pour canaliser l'énergie individuelle au service d'une performance collective, et tout ça dans le respect du vivant, parce que on a tout à réinventer. On a à réinventer les modes de fonctionnement dans les entreprises, mais aussi dans la société et aussi à l'échelle de l'humanité. Et donc, on le voit bien, ça ne se fera pas par en haut, ou en tout cas certainement pas de la bonne façon. Et donc, ça peut émerger par en bas, peut-être. En tout cas, utopie ou dystopie, on verra bien. Mais là, il y a quelque chose au niveau du maillage local, au niveau de l'équipe, donc du coup, qui peut permettre de reconstituer ça. Voilà. Et du coup, on pourrait penser que l'équipe, d'une certaine façon, est celle qui contribue à la résilience des organisations, puisqu'elle est à la fois agile et solide, hein, c'est-à-dire que comme c'est un maillon qui est un maillon déjà constitué comme un atome, qui serait constitué de plusieurs cellules et plusieurs électrons et protons, etc., mais en même temps, qui a cette capacité d'agilité, elle est pas elle n'est pas trop grosse, comme l'échelle des organisations, des départements ou des grands services, et elle n'est pas trop petite. Elle est globale et locale à la fois, hein, on en parlait d'ailleurs, on parle beaucoup du terme local, et puis elle peut être autonome, et elle peut savoir être interdépendante. Hein. Alors c'est le principe de systémie dont on parle beaucoup quand on parle de coaching d'équipe, mais quelque part on pourrait penser que l'équipe c'est une sorte d'interaction forte. Alors je ne rentre pas dans la définition physique, hein, mais l'interaction forte c'est ce qui permet au système de l'infiniment petit d'échapper aux règles de l'infiniment grand. Les règles de l'infiniment grand, vous les connaissez, c'est l'équilibre des planètes, hein, c'est-à-dire que chaque corps émet une force et puis va trouver sa place dans l'univers en fonction des planètes qui sont autour de lui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on tient sur Terre, vous le savez, c'est parce que la Terre est une énorme masse, beaucoup plus forte que nous, et qui donc nous tient les pieds collés sur Terre, même si on a la tête en bas. Et donc, normalement, si on pousse ce paradoxe jusqu'au bout, on devrait tous être écrasés par terre, en fait. On devrait pas pouvoir bouger, on devrait être... Et il se trouve qu'on tient debout, qu'on arrive à bouger, qu'à l'intérieur de notre corps, ça bouge aussi. Et ça, c'est, entre autres, alors, il y a deux interactions. Il y a l'interaction forte et l'interaction électromagnétique. Mais l'interaction forte est justement une interaction qui permet les systèmes de ne pas imploser, de ne pas exploser. Et ben, c'est un petit peu la même chose. L'équipe pourrait être cette espèce d'interaction forte qui existe au sein des organisations. Voilà, je ferme la parenthèse pseudo-scientifique. Tout ça pour dire qu'en fait, comme nos clients ont besoin de résilience, ça pourrait être l'heure d'un boulevard pour le coaching d'équipe.
En tout cas, nous, on y croit et c'est ce qu'on est en train de vivre. Après des années un peu difficiles, on sent qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Vraiment, vraiment très fort. D'ailleurs, on est un peu débordé. Parce qu'en intervenant sur l'équipe, on touche à la fois les individus et le système global. Et donc, à nouveau, je pense que les entreprises vont s'intéresser à ce qui se passe au niveau du maillon équipe. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous raconte, avant de vous proposer 2-3 chiffres? Est-ce que vous avez des questions à me poser ou des réactions que vous pourriez mettre dans le chat? Profitez-en, vous n'êtes pas très nombreux aujourd'hui. On avait des conférences sur lesquelles on avait 200 participants jusqu'à la fin de l'année dernière. Et puis, suite à un changement de mode de fonctionnement sur LinkedIn, apparemment, notre conférence a disparu. Donc, on est en train de reconstruire le cycle des conférences avec vous. Donc, vous pouvez en profiter pour poser des questions. J'aurai, contrairement à d'habitude, largement le temps d'y répondre. Je vois que quelqu'un vient de m'en écrire. Non, c'était une tentative, mais je vois quelqu'un écrit: «Oui, merci. Pourrait-on dire qu'il est essentiel d'avoir des interactions fortes dans l'équipe?» Oui, on pourrait dire ça. Mon propos était oui, c'est ce qu'on pourrait dire. On pourrait dire que l'équipe représente une forme d'interaction forte entre les équipiers, donc entre les collaborateurs, hein, de l'équipe, quelle qu'elle soit, équipe, managériale, équipe, transversale, équipe projet, enfin, bon, etc. Et que ce qu'on peut travailler en coaching d'équipe serait la manière dont, à la fois, on n'échappe pas aux lois de l'infiniment grand, parce qu'on travaille dans des organisations pour les objectifs de ces organisations-là, quelles qu'elles soient, hein, ça peut être une association ou une entreprise ou un service public. Et en même temps, effectivement, ça permet de créer des choses qui vont permettre aux gens, non pas voilà, de retrouver une raison d'être au travail en équipe. Comment explique-t-on que ce sujet soit si ancestral et pourtant si inoublié? Bah oui, comment explique-t-on? Je n'ai pas la réponse au comment. Je pense que s'il y a peut-être une réponse, c'est que les choses fonctionnent souvent par cycle. Et il y a eu vraiment le temps du conseil en organisation, hein, qui a pris un peu toutes les parts de marché. Puis après, il y a eu le développement du coaching individuel. Et peut-être que maintenant, c'est l'heure du coaching d'équipe, qui est entre les deux finalement, puisqu'on peut travailler sur l'orga, on peut travailler sur l'individu, on sait travailler sur l'individu, et on sait un peu moins travailler sur l'équipe. Donc, je pense que c'est le bon moment d'y aller, de s'engouffrer dans cette brèche. Alors, dans quelle mesure elles sont prêtes à leur donner du pouvoir? Moi, je pense qu'elles sont prêtes à lui donner du pouvoir si elles en ressentent les bienfaits, les bénéfices, la nécessité. C'est sûr qu'elles ne vont pas le faire juste pour aller dépenser des budgets, avec des coachs d'équipe. Mais elles ont des problèmes de recrutement, elles ont des problèmes de fidélisation, elles ont des problèmes d'achèvement des objectifs, elles ont des problèmes d'incertitude à résoudre, donc d'agilité nécessaire. Et si elles ne travaillent pas le maillon de l'équipe, par exemple, les méthodes agiles nous font du bien de ce point de vue-là aussi. Nos cousins, les coachs agiles, hein, parce qu'ils ramènent beaucoup de choses au niveau, à nouveau, de l'équipe et de la façon dont les équipes vont s'articuler les unes par rapport aux autres. Et pas mal de grosses entreprises s'intéressent très fortement au coaching agile et, au travers du coaching agile, comprennent qu'il faut aussi travailler la partie soft du coaching agile, c'est-à-dire la partie sur laquelle nous, on intervient. D'ailleurs, pas mal de coachs agiles viennent se former au coaching d'équipe parce que du coup, ils ont les deux facettes qu'ils vont pouvoir manipuler. Alors, c'est la relation du nous et des jeux. Oui, c'est l'éternel sujet, effectivement. Et donc, profitons-en, puisque nous, on sait travailler sur le nous et l'articulation au sein du nous, des jeux au sein du nous. Voilà. Bon, du coup, je poursuis avec quelques chiffres que j'ai empruntés à une présentation d'Aurélien Rochstein qui intervenait sur cette même journée. Et j'ai trouvé que c'était intéressant. Alors, il fait partie d'une équipe qui fait le baromètre annuel du collectif tous les ans. Ils interrogent, alors je sais plus, mais c'est un très très gros échantillon. Je crois qu'il y a 200 entreprises et plus de 10 000 personnes qui sont interviewées.
pour établir ce baromètre. 80% des salariés estiment que leur équipe n'utilise pas tout son potentiel. Ça, nous, on en est persuadés, parce qu'on est persuadés que les équipes, elles utilisent entre 25 et 50% de leur potentiel au maximum. Et surtout, c'est une augmentation très forte versus 2024. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que vraiment, cette notion de collectif commence aussi à descendre au niveau des salariés. 94% des salariés considèrent que le collectif a un impact sur leur performance individuelle, c'est-à-dire que c'est aussi à double sens, c'est-à-dire que comme ils sont évalués beaucoup sur leur performance individuelle, ça les intéresse de savoir que le collectif, s'il a un impact sur leur performance individuelle, on s'occupe du collectif, et ça aussi, c'est en très forte hausse par rapport à l'année dernière. On a 89% qui considèrent, moi je trouve que ce slide est super intéressant, 89% des salariés considèrent que le manager n'est pas le seul responsable de son fonctionnement d'équipe, ou du fonctionnement de son équipe, et en hausse très forte aussi. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une espèce de prise de conscience. Moi je suis même étonné par ce chiffre-là. Pas les deux premiers, mais celui-là je suis assez étonné. Ça veut dire que les gens sont OK pour dire travailler sur l'équipe, c'est je fais partie de cette équipe. Donc il n'y a pas que le manager qui peut soit le réussir, soit le flinguer, le travailler en équipe, mais c'est bien collectif, c'est bien nous tous. Voilà. Et puis, un salarié sur deux qui n'est pas satisfait. Là, on doit bien retrouver les Français quand même, ils ne sont jamais pas très satisfaits de l'attention portée au collectif par son organisation. Voilà. Donc ça, c'est des chiffres qui sont publiés. Et puis le dernier que j'ai récupéré dans sa présentation, que je trouve intéressant. Alors, il y a plein de modèles de maturité d'équipe. Moi, j'ai été formé avec Olivier de Villard, donc il avait un modèle à 6 étapes. Là, il est parti sur un modèle à 4. Les non-équipes, c'est-à-dire celles dont on ne parle même pas, parce qu'en fait, c'est juste un agglomérat d'individus qui se retrouvent un peu, pas par hasard, ils se retrouvent là parce qu'il y a besoin parce qu'ils ont des compétences et qu'ils n'ont pas besoin de se parler les uns les autres. Et puis ensuite, on a les équipes collaboratives, puis les équipes qui rentrent en synergie, et enfin les équipes qui sont en intelligence collective, qui est évidemment le Graal de la maturité. Et j'ai trouvé intéressant dans ce schéma de faire la petite ligne de survie du 1+1 égale 2, c'est-à-dire que quand je suis en non-équipe, je ne suis même pas dans le 1+1 égale 2, je suis dans le 1+1 et moins que 2. Et là, je suis dans le 1+1 égale 2 à peu près, et c'est ici que ça devient intéressant, à partir des équipes synergiques. Et donc, du coup, c'est de se dire que finalement, 62% des équipes restent dans l'état collaboratif, et ça, je ne suis pas tellement sûr qu'elles aient besoin de nous. Là où elles ont besoin de nous, c'est pour passer de cet état assez classique, assez le ventre mou, en fait, dans les équipes synergiques ou dans les équipes qui sont en intelligence collective. C'est là qu'elles ont besoin de coachs pour les accompagner. Mais c'est comme dans la vie sportive. Les équipes commencent à avoir besoin de coachs professionnels quand elles veulent rentrer dans des championnats où il va falloir travailler le jeu collectif de manière extrêmement forte. Quand on est dans le club de quartier, et j'ai rien contre, moi je trouve ça super sympa, on va s'entraîner ensemble, on va taper dans le ballon, et puis ensuite on va boire un coup. Et le dimanche, on va faire des matchs, on est super content de partir ensemble et de revenir ensemble, et puis d'aller faire la fête. Et puis ça fait partie de la vie sociale, et c'est riche, et ça crée des interactions amicales. Si on veut rentrer dans le monde un peu plus professionnel, on va développer des synergies, on va avoir des stratégies de jeu, on va développer aussi des stratégies de championnat, et puis ensuite on va peut-être arriver dans les meilleures équipes, celles qui sont dans le top du top. Mais déjà, pour passer de collaborative à synergique, les équipes ont besoin d'être accompagnées. Voilà. Alors, tout ça, c'est bien, effectivement, et ça a été confirmé par à peu près toutes les interventions qui ont eu lieu aux dernières assises, et en même temps, on ne va pas dire le contraire, c'était des gens qui aiment le coaching d'équipe qui venaient en parler. Donc, il y avait forcément un biais d'autoconfirmation. Mais encore faut-il savoir proposer la meilleure des expertises, et pour deux raisons. La première, c'est qu'il faut se différencier. Il faut se différencier des gens qui font des métiers proches des nôtres, mais qui ne sont pas coachs d'équipe. Il faut savoir l'expliquer, cette différence, de manière très précise. J'y reviendrai tout à l'heure. Il faut savoir l'expliquer de manière très précise. Et puis, il faut aussi avoir la meilleure des expertises possibles, parce que, quelque part, on a un devoir. On est, comme il y a 20 ans, nos papas, ceux chez qui on s'est formé, enfin, en tout cas nous, ouvraient la voie du coaching professionnel individuel. C'est peut-être à nous aujourd'hui d'ouvrir la voie du coaching professionnel collectif. Pour ça, je vous propose deux focus. Comment est-ce qu'on reste à la pointe de la vague, c'est important. Et puis, deuxième focus, comment est-ce qu'on s'entraîne comme un sportif de haut niveau. J'ai fait exprès de prendre cette image, même si vous n'êtes pas des sportifs dans l'âme, parce qu'on reviendra sur ce que le sport peut apporter
cette notion de coaching d'équipe. Et donc, du coup, puisque le coaching d'équipe prend ses racines à la fois évidemment dans ce que le coaching peut avoir de psychothérapeute, hein, même si on ne fait pas de la psychothérapie, mais il en reste pas moins que quand on parle d'écoute, quand on parle de silence, quand on parle de c'est l'autre qui a les réponses en lui, on est dans la maïotique, on est dans l'approche qui aussi est que quand les choses sont dites, elles sont déjà à moitié résolues. Et puis la deuxième parentalité du coaching d'équipe, c'est quand même d'aller regarder du côté du sport. Parce que les coachs sportifs, eux, ils ne nous ont pas attendus pour avoir des super méthodes et pour eux être à la pointe de la vague. Donc on a plein de choses. Moi, je suis sportif individuel, mais j'écoute et je suis sur LinkedIn pas mal d'anciens coachs d'équipe qui sont passés dans le monde des organisations, parce que je trouve qu'ils ont énormément de choses à nous apprendre. Voilà. Alors, bien sûr, il faut les fondamentaux, hein. Là, on va plutôt parler de comment on devient un des meilleurs experts. Il faut une boîte à outils complète pour pouvoir bâtir des séquences, hein, c'est-à-dire qu'il faut construire des architectures, hein. C'est évident que ce week-end, comme je suis en train de déménager, j'étais en plein bricolage pour démonter des trucs que j'avais montés il y a 20 ans. C'est quand même pas mal d'avoir la boîte à outils et puis les bons outils dedans, parce que sinon, on galère, on perd du temps, on casse, on se fait mal, enfin, non. Et puis on ne réussit pas. Donc déjà, à la base, c'est il faut avoir une boîte à outils bien complète. Il faut avoir déjà travaillé à minima sa posture de facilitation, hein, c'est le minimum. Capacité d'animer, capacité d'être face à un groupe, de mettre de l'énergie, de récupérer l'énergie du groupe, de savoir créer des séquences chaleureuses, des warm-up, des petits moments ludiques, de savoir débriefer un jeu. Enfin, ça, c'est ce qu'on va appeler la posture de facilitation. Donc, il faut déjà posséder ça. Il faut posséder il faut maîtriser les techniques du coaching, hein, c'est-à-dire le questionnement, l'écoute. Et donc, soit vous l'avez travaillé parce que vous êtes coach individuel, soit il faut le travailler dans une formation fondamentaux parce que c'est quand même un peu la base. Et puis, il y a un dernier volet que j'ai rajouté là parce que pour moi, il est essentiel et qu'on n'en parle pas assez. Il faut avoir aussi une capacité à vendre ces dispositifs parce que sinon, si on ne les vend pas, les dispositifs de coaching d'équipe, eh ben, on n'en vit pas. Si on n'en vit pas, on n'en fait pas. Si on n'en fait pas, on ne monte pas en expertise. Enfin, c'est le cercle vicieux. Donc voilà, il y en a certainement d'autres, mais en voilà 4 des fondamentaux hyper importants que vous devez déjà avoir. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que derrière, il faut essayer de se différencier. Si on parle de boulevard, ça veut dire forcément qu'il y a des gens qui vont s'engouffrer dedans. Et donc, ça sera d'autant plus important d'être pertinent dans sa capacité de décrire ce que l'on fait dans le coaching d'équipe. Moi, je suis de plus en plus surpris de rencontrer des DRH. Ça m'est arrivé encore il y a 15 jours. J'ai été quasiment passé à tabac, gentiment, hein, par un DRH qui m'a posé des questions extrêmement pointues. Il y a 18 ans, quand j'ai commencé ce métier, on ne me posait pas du tout ce style de questions. On me demandait presque ce que c'était que le coaching. Alors, à certains endroits. Maintenant, la question, elle n'est plus là-dessus. Dans les boîtes importantes, la question, c'est directement quel type de coaching vous faites, quel type de coach vous êtes, qu'est-ce qui fait la différence entre travailler avec vous et travailler avec d'autres. Donc, je pense que vous devez être super pointu sur les modèles que vous maîtrisez. Il ne faut pas en maîtriser qu'un, il faut en maîtriser plusieurs. Et sur ce que vous apportez. Alors, je vais répondre à la question à partir de ce que nous, on estime qui est une bonne façon de se différencier. D'autres vous répondraient différemment que nous à cette question-là, évidemment. Mais je n'ai pas d'autre réponse à apporter que celle à laquelle je crois et que j'expérimente au fil des années. La première, c'est qu'il vous faut combiner les meilleures approches qui permettent de faire des diagnostics très fins. En coaching d'équipe, contrairement au coaching individuel, on essaye d'être tout de suite sur les enjeux, on essaye d'être tout de suite sur les objectifs de la personne qu'on va accompagner. Dans la séance exploratoire, on s'intéresse assez peu à faire un diagnostic. On peut utiliser des outils de diagnostic, des outils de profil psychométrique, etc. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une nécessité. En coaching d'équipe, on vous conseille très fortement de poser des diagnostics assez fins, voire très fins, avant de vous embarquer à construire des dispositifs. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir une capacité à comprendre de manière très rapide les enjeux des entreprises. Quand vous êtes en coaching d'équipe, vous êtes assez facilement et assez rapidement en contact avec les dirigeants des équipes. Du coup, ces gens-là, ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre et ils vous évaluent aussi un petit peu au travers de ça dans la relation. C'est une des raisons pour lesquelles dans nos formations, on travaille beaucoup sur des cas, on a énormément de cas concrets qui parfois paraissent un peu complexes, mais ça permet
de rentrer dans cette gymnastique, de très rapidement comprendre, pas le détail, mais comprendre les enjeux. Voilà. Qu'est-ce qui se joue pour l'entreprise avec laquelle je vais travailler et donc dans laquelle mon équipe prend sa place. Il faut aussi, à l'inverse, hein, ça rejoint l'histoire du fossé, donc je m'intéresse aux enjeux de l'entreprise, il faut aussi savoir s'intéresser aux aspirations spécifiques des individus. Celui qui parle le mieux de tout ça dans les entraîneurs sportifs, c'est Aimé Jacquet, qui dit on ne peut pas créer un collectif si on ne différencie pas chacun de manière extrêmement précise. Si je connais de manière très fine et très personnelle chacune des aspirations des membres de mon équipe, alors je vais pouvoir utiliser ces leviers-là quand je vais vouloir créer un collectif. Et quand dans la célèbre scène où ils sont dans le vestiaire, où il leur remonte les bretelles, on voit bien qu'il a une manière très, très, très spécifique de s'adresser à chacun d'entre eux. Il y a réfléchi. Ce n'est pas de l'improvisation. Et pour ça, il faut les connaître, mais les connaître vraiment de manière très intime. Voilà. Ensuite, il y a deux autres notions qui sont importantes. Il faut savoir déterminer la signature énergétique de l'équipe. Ça, c'est le modèle que nous avons développé. C'est-à-dire comprendre si on a affaire à une corbeille de fruits d'été, corbeille de fruits d'automne, d'hiver ou de printemps. Ce n'est pas les mêmes corbeilles de fruits. Et donc, on a déjà fait des conférences sur ce sujet-là, que vous pouvez d'ailleurs toutes retrouver sur notre site. Et on en fera d'autres, puisque de facto, le cycle qu'on avait construit sur 2 ans, ayant été mis à mal par les techniques de référencement sur LinkedIn, on redémarre, donc on reprendra des conférences sur la signature de l'équipe. Et puis, dernier élément super important, la maturité de cette équipe. Parce qu'en fonction de la signature et de la maturité, vous n'allez pas proposer les mêmes séquences, vous n'allez pas proposer la même architecture. Voilà, vous allez devoir, comme dans le sport, comme si vous bricolez avec des copains, vous tenez compte du niveau de maturité en bricolage de vos copains. Et soit vous les laissez en autonomie complète, vous distribuez les tâches et ça avance très vite, et il y a des points de jonction sur les moments où ça doit avoir lieu, soit vous mettez un peu le truc sous contrôle parce que c'est des gens sympas, mais qui sont des bricoleurs du dimanche comme moi. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, c'est que vous devez maîtriser vraiment les subtilités de la systémie. Pas de coaching d'équipe sans connaissance en systémie. Il faut, alors c'est quoi la systémie? J'ai pris 3 points principaux. Identifier les points de levier, savoir à quel endroit du système on va pouvoir jouer, on va pouvoir appuyer pour provoquer des transformations. C'est pour ça qu'il faut avoir fait cette analyse très fine du diagnostic de l'équipe. Je prends un exemple, si vous avez affaire à une équipe très feu, ce que nous on appelle feu, c'est-à-dire très activable sur les leviers du challenge, du truc que personne n'a jamais encore fait, etc. C'est pas pareil que d'actionner la mobilisation dans une équipe qui est très haut, où là, il va falloir plutôt, ce qui va les actionner, c'est quand ils vont sentir que toute ou partie de l'équipe est en danger, parce que c'est les personnes de l'équipe qui sont en danger, et alors là, ça resserre, et là, c'est prêt à se battre. Voilà. Il faut aussi s'appuyer sur l'observation des processus parallèles. Alors, tous ceux qui sont coachs savent ce que c'est. Les processus parallèles, c'est le processus parallèle qui se joue dans la séance de coaching d'équipe. C'est par exemple un groupe, une équipe qui remet en cause systématiquement les consignes que vous leur proposez. Probablement qu'ils font la même chose avec tous les intervenants extérieurs qui viennent travailler avec eux, voire ils se le font à eux-mêmes. Et du coup, vous pouvez observer ces processus qui en fait sont des indications que vous avez, au-delà du fait que éventuellement c'est désagréable pour vous en tant que coach d'équipe, mais ça, au contraire, vous allez vous dire c'est super intéressant parce que ce qu'ils sont en train de me faire vivre à moi, ils le font probablement vivre à tous ceux qui sont autour d'eux et qui viennent à leur contact. Et quel lien il peut y avoir entre ce que je suis en train d'observer et les résultats sur lesquels on doit avancer avec cette équipe-là. Et là, vous pouvez jouer sur les processus parallèles parce qu'un processus parallèle, ça se bascule et donc ça peut se transformer en une boucle négative, peut se transformer en un processus parallèle positif. Et enfin, il faut avoir la capacité à confronter et à réguler. C'est-à-dire que dans la systémie, il y a un moment donné, comme dans les molécules, si vous vous rappelez vos souvenirs quand on était à l'école, on apprenait que H2O, c'est l'eau, donc c'est la molécule d'eau. Il y a un atome d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène, voilà, qui viennent s'assembler et qui font la fameuse molécule d'eau. Mais il peut y avoir d'autres atomes qui viennent, qui sont en contact, il peut y avoir un électron qui s'en va, il peut y en avoir un qui se rajoute,
Et du coup, ça va venir bousculer et ça va venir confronter cette espèce de zone de confort dans laquelle la molécule s'est établie. Donc, il va falloir, oui, confronter, parce que sans confrontation, il n'y aura pas modification, il n'y aura pas transformation. Et du coup, il faudra aussi apprendre à réguler pour apaiser, c'est-à-dire trouver le bon niveau auquel on peut effectivement aider un système à se transformer. Bon, tout ça, c'est ce qu'on touche dans la systémie. Je m'arrête peut-être un petit peu là-dessus et je vous propose à nouveau qu'on se fasse une petite salve de questions-réponses. Avant, non, je le fais une fois que j'ai terminé les 2 autres slides et avant d'aller sur la dernière partie. Voilà, le troisième point. Donc, le premier point, je vous rappelle, parce que je vais un peu vite, j'en ai conscience, c'est de combiner les meilleures approches pour faire un diagnostic très fin. On a vu les enjeux, les aspirations des individus, la signature de l'équipe et son stade de maturité. Deuxièmement, il faut maîtriser les subtilités de la systémie, parce que c'est ce que le coach va pouvoir, en prenant une position méta, identifier comment et où il va pouvoir faire bouger les choses. Ensuite, il faut aussi oser l'impertinence. L'impertinence qui permet de déjouer les consensus mous. Vous savez que les équipes, elles ont tendance, pour ne pas se disputer parfois, à aller vers des consensus mous où tout le monde est d'accord. Ça, il va falloir les déjouer parce que sinon, ils n'ont pas besoin de vous. Hein. Effectivement, là, ils ont juste besoin d'un animateur, mais pas d'un coach d'équipe. Il faut identifier les angles morts, c'est-à-dire les choses qu'eux-mêmes ne sont pas capables de voir. Le point qui est au milieu du dos et que je ne vois pas. Il faut être capable de l'identifier, il faut être capable aussi de le challenger, de tendre le miroir, et donc du coup de voir ce que ça permet. En fait, d'un seul coup, je vois un truc que je ne voyais pas, et ça fait bouger. De provoquer, d'utiliser des métaphores, des images, de prendre des images dans l'actualité, de créer des ruptures de cadre, c'est-à-dire des ruptures de rythme, de proposer des choses. Cadre, ça peut être même le cadre, on ne fait pas le coaching d'équipe dans la salle du comité de direction, on va le faire chez nous ou à l'extérieur ou en marchant. Enfin, c'est créer des ruptures ou dans un musée. Enfin, il y a plein de façons de créer des ruptures qui vont permettre à un moment donné de surprendre et d'être. Voilà, c'est l'effet de surprise. C'est ce fameux insight qu'on connaît en coaching individuel quand d'un seul coup votre client, face à une question que vous lui posez, reste silencieux pendant 1 minute, 2 minutes. Et là, c'est un vrai cadeau parce que vous vous dites, il se passe quelque chose là. Je ne sais pas quoi, c'est ça toute la magie du coaching, mais il se passe quelque chose. Bon, c'est pareil en coaching d'équipe. Et enfin, alors c'est excusez-moi, copier-coller du titre que je n'ai pas changé, je suis désolé. Donc, ce n'est pas du tout le bon, mais l'idée, c'était d'être dans des dispositifs qui soient toujours centrés résultat. C'est-à-dire que dès le début, je clarifie le problème, mais pour définir des indicateurs concrets de réussite, je ne laisse pas les gens dans l'espace problème. Deuxièmement, je responsabilise l'équipe sur l'atteinte de ses objectifs. Ce sont les siens, ce ne sont pas les miens. Moi, les miens, c'est d'être le coach d'équipe qui va leur proposer le processus qui va leur permettre de gagner le championnat. Mais ce n'est pas moi qui vais jouer le match à leur place. Je suis le coach comme en sport. Je suis sur le banc de touche, je ne suis pas sur le match, sur le terrain. Ça va être aussi d'ancrer tout ce qu'ils vont décider autour d'actions réalistes et mesurables, des fameux petits pas dans lesquels on va les entraîner. Et puis enfin, c'est d'assurer un suivi, d'avoir le courage de redonner rendez-vous à l'équipe et pas juste de faire du one-shot, comme je l'ai fait beaucoup au début quand j'ai appris mon métier. Je faisais du one-shot. Okay. Mais c'est un peu facile parce que du one-shot, quand vous passez 2 jours avec une équipe, si vous êtes un peu sympa, un peu habile, un peu impertinent, etc., et que vous faites du bon boulot, ça va marcher. Les gens vont vous faire une super évaluation à la fin. Ils ont passé 2 très bonnes journées. Mais ce qui est intéressant, c'est quand 3 mois après, vous les retrouvez, qu'ils vous disent « Oh là là, le naturel a repris a repris le dessus et on n'a rien fait de ce qu'on avait prévu de faire. » C'est là qu'on va rentrer vraiment dans le coaching d'équipe qui va transformer les modes de fonctionnement de l'équipe. Voilà. Donc, vous voyez, alors il y en aurait d'autres, hein, des directions à regarder, bien sûr, mais déjà, il y a au moins ces 4-là qui sont de posséder différentes approches pour faire un diagnostic très fin, c'est de maîtriser les subtilités de la systémie, c'est tellement important que je l'ai mis 2 fois dans le titre. Troisièmement, c'est d'oser l'impertinence. Et quatrièmement, c'est d'avoir des dispositifs qui soient centrés résultats. Est-ce que vous avez quelques questions, remarques, réactions avant que j'attaque la dernière partie ? Non, j'en conclus que ça va à peu près, puisque vous ne vous êtes pas déconnecté, donc en même temps, soit vous vous êtes endormi, soit vous êtes en train de faire votre cuisine, soit c'est que c'est à peu près clair pour vous. Alors, du coup, il faut s'entraîner, surfer sur la vague, d'accord, et j'aime bien, du coup, moi je ne suis pas du tout surfeur, hein, mais j'aime bien cette image parce que
Là, on voit qu'il y a probablement un exercice de concentration, de travail de sa présence, d'unité avec l'océan, hein, d'observation de la vague. Du coup, il faut s'entraîner effectivement comme un sportif de haut niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'abord, on travaille avec le vivant, donc on doit s'adapter en temps réel. On doit, nous aussi, accepter l'incertitude. Les entreprises sont dans l'incertitude. Nous, on doit accepter cette incertitude. Et ça, c'est pas un travail facile à faire. Quand on est habitué, comme je l'ai été moi, à maîtriser les processus, à maîtriser, ou quand on est consultant et qu'on arrive avec une méthode qu'on doit absolument dérouler, là, en coaching, on travaille sur le vivant, en temps réel, on ne sait pas ce qui va se passer, on doit se préparer à accepter cette incertitude. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on doit actualiser en permanence sa lecture de l'énergie du groupe. Et ça, c'est très important. L'énergie du groupe, c'est quelque chose qui est fondamental dans la manière dont on va travailler avec, un peu comme quand je pédale, hein, je suis dans la pente, donc du coup, je peux me laisser guider par le vélo qui déroule la pente. Et à quel moment est-ce que je décide de recommencer à pédaler pour pouvoir garder la vitesse et affronter la côte qui va derrière? Ça, c'est pareil. On va essayer de jongler avec l'énergie du groupe. Euh, et puis, il faut garder le cap entre j'ai une structure que je dois respecter et en même temps, en permanence, je suis prêt à être dans la spontanéité, à réinventer le dispositif, à être agile en fait. Hein. Parce que ce qui compte, c'est que mon client soit au centre et qu'on travaille pour lui. Mais en même temps, et ça, j'ai bien vu la différence, c'est qu'il y a eu une époque où je faisais un peu trop confiance à ma capacité finalement à être spontané et à être au bon endroit en termes d'énergie, à l'endroit où le groupe avait besoin d'être. Et du coup, on passait peut-être des moments énergétiques très forts, et puis en même temps, il y avait une petite frustration parce qu'on avait perdu de vue le cap, qui était le résultat qu'on avait fixé, enfin, l'objectif qu'on avait fixé tout au début. Et zut, les 2 jours de séminaire sont terminés, et pour autant, on n'a pas traité de comment on allait s'y prendre pour transformer le système. Donc, on garde le cap, on garde sa structure, on accepte l'agilité, la spontanéité. Et enfin, on pilote le processus, mais toujours en conscience avec l'équipe. C'est-à-dire que quand vous décidez de faire bouger quelque chose dans votre processus, eh bien, ça se fait en conscience. Vous ne le faites pas comme un magicien qui fait des trucs où j'attire l'attention à droite pour pouvoir sortir la rose du manteau à gauche. Non, non. Les choses se font en conscience parce que c'est aussi de partager ces clés de lecture qui vont faire grandir l'équipe et qui vont la rendre autonome. Et je vous rappelle que le coaching, c'est un dispositif qu'on vend cher, mais qui est un dispositif où on ne reste pas longtemps avec les équipes. Et donc, on se doit d'être dans cette posture de responsabilisation et quelque part de transfert de compétences. Voilà. Et puis, pour cela, il faut s'entraîner régulièrement, il faut pratiquer, il faut ajuster, il faut analyser. Ouais, c'est évident, hein, mais c'est quand même pas mal de le répéter. Il faut se faire accompagner. Pour ça, il faut être supervisé. Ou alors, il faut participer à des groupes de supervision collective, ou au moins participer à des groupes de co-développement. Dans notre club de coach, on fait du co-développement et de l'intervision 4 fois par an. Et c'est à ça que ça sert, c'est-à-dire que les gens viennent avec leurs problématiques et ressortent avec leurs solutions. Et puis, il faut se préparer mentalement, comme les sportifs. C'est pour ça qu'on parlait de choses qui sont relativement similaires. Faut se préparer à visualiser la réussite. Moi, c'est un truc que j'ai appris avec des entraîneurs sportifs, justement, avec des préparateurs mentaux. Donc, comment est-ce que je me visualise en train de réussir ce coaching d'équipe? Parce que si moi, je suis connecté comme ça, à ce moment-là, je vais transférer de manière énergétique cette croyance à l'équipe. Je suis ce qu'on appelle, j'incarne le comportement cible et quelque part, je fais un espèce de processus parallèle qui part de moi et qui va vers eux. C'est-à-dire que comme moi, je suis dans la visualisation de la réussite, je vais transmettre ça dans mon énergie à l'équipe qui va le transmettre elle-même ensuite à ce qu'elle a réalisé avec ses propres équipes. Et puis, on va travailler la répétition mentale des séquences clés. Hein. Moi, il m'arrive vraiment sur certaines séquences dont je sais qu'elles vont être particulièrement clés, de vraiment me mettre en position méditative, les yeux fermés, ou d'aller marcher parce que ça m'aide davantage, mais de vraiment me répéter mentalement cette séquence-là, et pas qu'une fois. Voilà, je crois qu'il en reste une dernière, prendre soin de son équilibre. C'est un métier qui mange beaucoup d'énergie. Moi, quand je termine des journées de coaching d'équipe, je ne les vois pas passer. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que quand il y a un stress qui monte, il y a un trac qui monte dans les 2 jours qui précèdent, une mobilisation assez forte. En général, une grande sérénité avant de démarrer. J'y vois clair dans ma tête. Je sais quelle introduction je vais devoir faire, etc. Puis après, énorme concentration et vous ne voyez pas les journées passer.
le soir, lessivé. Voilà, je monte dans le train, dans la voiture, dans le taxi, pas dans la voiture si je suis tout seul, et voilà, c'est un métier, donc du coup, il faut récupérer, il faut s'inspirer, il faut lire, il faut être conscient de soi-même, il faut se développer. Tout ça, vous le savez, si vous êtes déjà coach par ailleurs, c'est hyper important. Alors, on arrive au terme de cette petite conférence, donc du coup, vous nous voyez venir, ça va être la page de pub, mais c'est important pour nous aussi de vous en parler. Je pense qu'effectivement, notre école aujourd'hui de coaching d'équipe, qui fait partie des 4-5 écoles qui sont régulièrement sollicitées par les gens qui veulent se former au coaching d'équipe, vous aide à vous positionner à ce bon niveau dont j'ai parlé, parce que d'abord, on s'entraîne énormément. C'est-à-dire que dans nos formations, c'est même pas 80%, c'est plutôt 95% d'entraînement, sachant que tous les apports, on a profité du Covid pour les digitaliser et donc vous les recevez sous forme de vidéo. Bon, ça c'est assez classique, hein, mais vraiment on travaille sur des cas, sur des cas, sur des cas, sur des cas, sur des entraînements. De plus en plus, on travaille, au début on travaille sur les cas que nous on vous propose, et puis plus ça va, plus on travaille sur vos cas à vous, ceux que vous allez expérimenter avec des copains, des clients, peu importe, hein, et puis on va aussi travailler sur l'équipe qui est en formation, qui est elle-même une pseudo-équipe, hein, donc on va travailler sur la manière par exemple dont ils vont ensemble préparer la certification, qui est une certification dont la moitié repose sur des épreuves collectives. Voilà. On va apprendre à s'adapter au vivant et non pas à appliquer des modèles figés. Alors ça, c'est un truc qui est très fort chez nous, à tel point que parfois les gens nous disent « Mais attends, je ne comprends pas, parce que hier, tu nous as dit ça, aujourd'hui, tu nous dis ça. » Oui, ce n'est pas le même type d'équipe. C'est peut-être pas aussi mon énergie. Peut-être mon énergie a changé, donc j'en tiens compte. Et donc, c'est ça, on va effectivement partager ça parce qu'on y croit très fort. C'est une approche qui encourage l'audace et la créativité parce qu'on aime bien sortir des sentiers battus et ça nous paraît extrêmement important de le faire. Et enfin, c'est orienté résultat, un peu comme le coaching en fait, hein, puisque l'idée c'est qu'on génère un véritable impact. Voilà, ça c'est entre autres hein, un petit peu le style de notre école, sachant qu'on a 4 formats progressifs. Il y a une formation de 4 jours sur les fondamentaux, c'est nouveau, on ne l'avait pas jusqu'à présent, on teste ça en 2025. Parce qu'on a vu que d'autres écoles le faisaient, on en a discuté avec les fondateurs de ces écoles qui nous ont dit « Mais oui, mais c'est une bonne première étape. » Donc, pourquoi ne pas la proposer? Effectivement, cette année, on la propose. C'est une formation, évidemment, qui est beaucoup plus abordable, hein. Je crois que le cycle, tout ça est sur le site, hein, mais le site Energy Training, les dates, je crois que c'est mai et juin. On a un cycle expert qui se divise en 2 formats possibles, distanciel ou présentiel, suivant que vous pouvez ou pas vous déplacer sur Paris, parce qu'on n'est pas parisien, mais nos locaux sont à Paris, centre de l'univers, bien sûr. Donc, et puis, on a enfin une formation de perfectionnement à la posture de coach d'équipe qui dure 4 jours à nouveau, sur lesquels on va vraiment sur cette notion d'énergie, de transfert d'énergie, signature énergétique, puisque c'est notre modèle, le modèle des énergies. Et puis, petit coup de tambour, ce qui nous arrive là, c'est assez inédit. On a un cycle qui démarre le 18 mars sur lequel il reste 6 places. Ce n'est pas du tout habituel, on n'est pas habitué à ça. Ça s'était déjà passé il y a 3 ans. En principe, les cycles se remplissent bien. On n'en fait pas non plus 10 000 par an, on en fait 2 par an, donc ce n'est pas très compliqué. Et du coup, comme on s'est engagé vis-à-vis des 4 personnes, des 5 personnes qui sont déjà inscrites, on s'est engagé à démarrer le cycle, alors qu'on le fait normalement que quand il y a 6 places. Il nous reste des places sur ce cycle qui démarre le 18 mars en distanciel. Du coup, on a décidé d'en faire une opportunité pour vous, puisqu'on a cassé le prix, pour que ça soit moins de 2 000 € TTC, on a fait, je crois, 55% de remise sur le prix, à condition, et ça, c'est pas que pour vous mettre la pression, c'est qu'on veut prendre le temps d'échanger 30 minutes avec vous pour vérifier que cette formation vous correspond bien et que vous êtes éligible à cette formation. Il y a quelques petits critères prérequis. Et puis aussi pour vous permettre le temps de faire une demande de prise en charge à votre co, et puis aussi pour permettre de vous envoyer les premiers e-learning et que vous les consultiez avant de nous rejoindre. Voilà, c'est pour ça qu'on a fixé une limite d'inscription à lundi prochain. Si ça vous intéresse, et je termine par ça, avant de vous libérer et de vous laisser aller déjeuner, eh bien, soit c'est carrément le plus simple, vous envoyez un mail à contact@energy-training.fr et on vous répondra dans la foulée. Il y a déjà 2 places qui se sont réservées ce matin. On a décidé ça ce week-end, hein, donc sur les 6 places, il n'en reste plus que 4. On prendra évidemment les inscriptions dans l'ordre où les gens nous ont prévenus. Il faut qu'on passe ce petit temps d'échange pour valider, on est bien d'accord.
avant l'inscription définitive. Ou sinon, vous cliquez sur le bouton qui est au-dessus de votre écran, quelque part en haut, là, vous devez voir prendre rendez-vous, cliquez ici. Il y en a déjà 3 qui l'ont fait, et où vous scannez le QR code qui vous amène sur notre page de réservation calendrier. Voilà, j'en ai fini pour la page de pub et j'en ai fini pour aujourd'hui. Prochaine conférence, sans doute le 17 mars, puisque février et mars, ça tombe avec les 28 jours de février, toujours sur les mêmes dates. Et je vous souhaite une belle journée et un bon appétit.